ça ne vous aura pas échappé, on a donc assez peu parlé d'intelligence artificielle ce matin, car une matinée entière y sera consacrée le 21 novembre prochain, sauf erreur de ma part, oui, 21 novembre prochain, à Station F d'ailleurs. Mais il nous semblait abscon d'ignorer totalement cette obsession du marché. J'assume l'entière responsabilité du très mauvais titre de la prochaine intervention, mais il sera rapidement balayé par la qualité de son propos. Je vous prie d'accueillir Régis Langlade, directeur du développement et du marketing d'UM. Merci Charlotte. T'es un peu dur avec toi-même quand même, parce qu'il est bien ce titre, moi je l'aime bien. Merci à tous d'être là. Moi, je suis très content de vous parler d'intelligence artificielle parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, de par ma curiosité et puis de par ce qu'on va pouvoir en faire demain dans nos métiers, dans notre quotidien et l'impact que ça va avoir sur l'économie en général. Une étude récente de PricewaterhouseCoopers nous disait que la croissance mondiale d'ici 2030 pourrait augmenter encore plus vite, de l'ordre de 14% par rapport à ce qui a été prévu grâce à l'intelligence artificielle, donc de par les efforts de productivité qu'elle permet de faire et la consommation qu'elle va permettre de générer par ailleurs. L'IA est-elle là où une réponse aux enjeux du retail ? Je ne sais pas si je vais y répondre entièrement parce qu'en 15 minutes c'est quand même assez compliqué, mais je vais vous donner quelques pistes. Déjà, je voulais casser quelque chose, c'est de dire que l'IA n'est pas un épiphénomène. Contrairement au métavers et au NFT, dont on a beaucoup entendu parler en 2021 et puis qui sont vite retombés en tendance de bruit. C'est presque un peu de la gnognotte finalement par rapport à l'intelligence artificielle. C'est un sujet de fond. On en parle depuis tout le temps. Pourquoi ? Parce que déjà, la première fois qu'on a parlé d'intelligence artificielle, on était en 1956. Ça date. Les premières bases des modèles informatiques de calcul et des réseaux de neurones ont été posées dès 1943. Ça fait 80 ans déjà qu'on a construit les bases de ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui l'intelligence artificielle. Je ne l'invente pas, hein. C'est un vrai document qui est disponible sur Internet. Et l'IA fait partie de notre quotidien sans pour autant qu'on l'appelle de la sorte. Space Invaders, qui a été sorti en 1978, c'est un des premiers jeux où finalement on peut jouer tout seul contre un ordinateur. Quand vous jouiez à Pong, il fallait qu'il y ait quelqu'un en face. Là, vous avez un programme qui a été développé pour vous challenger. C'est une forme d'intelligence artificielle qui s'occupe de répliquer un peu le comportement humain d'un joueur. 20 ans plus tard, on a Deep Blue qui bat Garry Kasparov, champion des échecs à l'époque, 2 années de suite. Donc il ne s'est pas rétamé, il a quand même gagné quelques parties. Mais globalement, la machine démontre que quand elle est bien programmée, elle est capable de se montrer autant, voire plus intelligente que l'homme. Il y a eu débat sur les algorithmes qui ont été introduits dans Deep Blue, à tel point qu'IBM a détruit les machines pour pas qu'on puisse vérifier comment ça a été développé. Le fait est qu'à l'époque, la machine se montrait déjà très performante. Encore 20 ans plus tard, Google Assistant révolutionne la manière dont on s'adresse aux machines. C'est beaucoup plus naturel. Je parle, j'utilise la voix pour donner des ordres, pour demander des consignes et obtenir des réponses. Alors, on est en 2016, Siri avait déjà introduit ce système-là, mais Google l'a vraiment amplifié. Quand on parle de TikTok, on évoque souvent les algorithmes de TikTok. C'est ni plus ni moins qu'une IA. Il y a des gens derrière qui ont programmé un système informatique pour nous dire voilà, quand vous vous inscrivez sur TikTok pour la première fois, en fonction des contenus que vous allez consommer, on va vous en pousser d'autres. Un algorithme, c'est une intelligence artificielle. Et en 2022, Google a lancé Performance Max, qui en gros, vous lui dites voilà, mon budget, mes objectifs, ça se débrouille, ça va balancer vos messages un petit peu partout pour répondre aux objectifs que vous avez donnés à la plateforme. C'est une forme d'intelligence artificielle qui agit automatiquement en fonction de paramètres qu'on lui a donnés. Le point commun de tous ces systèmes-là, c'est qu'on leur demande d'apprendre des tâches cognitives pour les répéter beaucoup plus rapidement que l'homme. Des tâches cognitives, c'est quoi ? C'est la mémoire, c'est le langage, c'est de la capacité à prendre des décisions, à assimiler des nouvelles informations. On a toujours idéalisé l'intelligence artificielle comme étant un système de mimétisme de l'être humain. Sauf qu'en réalité,
le fonctionnement de l'IA, j'essaye de vous le résumer de la sorte, est quand même assez simple. On lui donne beaucoup de données, à laquelle on rajoute des instructions humaines, ni plus ni moins. L'IA, elle ne se débrouille pas toute seule. C'est des ingénieurs qui sont derrière et qui disent, voilà, on a des idées, il va falloir que tu te comportes comme ça, et ça nous donne des algorithmes. Et l'IA se comporte sur la base des algorithmes. Elle peut aller plus loin si on y met une couche de ce qu'on appelle le machine learning, où elle est en auto-adaptation. En fonction de l'évolution des données et des décisions qu'elle prend, elle va automatiquement évoluer. Là, on peut parler d'intelligence artificielle. Alors, pourquoi on en a parlé récemment? Mine de rien, parce que ça fait 80 ans qu'on en parle, presque. Parce que ça a été rendu accessible. Voir le pape en doudoune, à moins d'être créatif à une époque et puis de refaire ça à la main, là, ça prend 2 minutes aujourd'hui sur une plateforme. C'est-à-dire que la technologie, la puissance de calcul et la manière dont les algorithmes sont pensés rend la technologie accessible, facile pour tout un chacun. Le buzz aussi a contribué à faire beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Cette image de Donald Trump que vous avez certainement déjà vue, soi-disant arrêté par la police, ça a été imaginé par Midjourney, une personne qui a fait des prompts sur Midjourney, pile au moment où on se demandait s'il allait être inculpé. Donc forcément, d'utiliser l'actualité, ça permet aussi d'émerger. Et cette image-là, elle n'a que 6 mois. Et depuis, ça a énormément évolué en termes de résultats visuels. ChatGPT, évidemment, dont vous avez tous entendu parler, démontre sa capacité d'omniscience en tant que modèle de langage et sa capacité à adresser à peu près n'importe quelle question que vous allez lui poser. Et ce qui va être encore plus exacerbé, dans la mesure où ils ont annoncé ChatGPT, leur version entreprise, qu'on va pouvoir connecter dans l'univers professionnel et qui va nous aider au quotidien à être beaucoup plus productifs et à accélérer la manière dont on travaille. Elle est aussi protéiforme et elle évolue très rapidement. Je vais vous faire écouter un son et vous allez voir, il y a un truc qui cloche. Jusqu'ici, vous reconnaîtrez pour ceux qui regardaient les dessins animés quand ils étaient petits. Là-haut, là-haut, suis-moi dans l'espace, entre la télé. Johnny Hallyday qui nous chante du Goldorak, a priori c'était pas lui à l'époque, c'est un petit jeune qui a développé des algorithmes pour recréer des génériques de dessins animés de l'époque sur la voix de Johnny Hallyday. Donc ça va très très vite et je pense que dans les jours, les semaines à venir, on aura d'autres trucs aussi exubérants qui vont arriver sur Internet. Alors moi je suis pas créa, je fais du marketing, de la com. Pour vous montrer que c'est quand même relativement accessible, moi j'ai joué un peu avec Midjourney. Alors, le fond d'écran que vous avez vu, je l'ai demandé à Midjourney, j'ai fait fais-moi un truc PowerPoint. J'ai pris le premier qu'il m'avait donné. Et puis en admettant que ça ne me plaise pas trop, je lui ai demandé autre chose. Alors je l'ai ressollicité pour m'aider à créer ce background. Et la façon dont fonctionne Midjourney, c'est qu'il vous propose 4 images de base. Et ce qui est intéressant, c'est que on dit que c'est une intelligence artificielle générative, certes, mais qui forcément se base sur des consignes humaines. S'il me propose ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'à un moment donné, il a constaté que dans les demandes qui étaient faites et dans la manière dont on lui a appris à travailler, c'était ce genre de choses-là qu'il fallait proposer. Alors moi, ça me plaisait pas trop. Je parlais d'intelligence artificielle, donc je vais préciser ma demande et lui demander ce que ça pourrait donner un fond d'écran PowerPoint avec de l'IA dedans. C'est encore pire. C'est-à-dire que lui, il considère que l'IA, c'est forcément ça. C'est un robot qui mélange, on a un peu l'humain avec de la techno dedans, mais c'est forcément très dystopique comme vision. C'est compliqué d'utiliser ça sur un PowerPoint. Donc je lui ai dit, moi je préférerais avoir une image abstraite, plutôt avec des neurones, parce que c'est ça que je veux évoquer, et puis des couleurs light pour pouvoir l'utiliser en fond d'écran. Et dès qu'on lui donne des consignes, qu'on lui précise, forcément elle travaille autrement. Donc elle est intelligente parce qu'elle s'exécute rapidement, mais elle est intelligente parce qu'elle écoute aussi, et elle apprend de nos demandes. Bon, au final, je suis reparti quand même sur une des premières propositions parce que c'était plus sympa. Ça, c'était un peu hard à utiliser. Mais bref, pour vous montrer que l'IA, elle a besoin d'être dirigée pour être utile. Et j'aurais presque tendance aussi à challenger le terme d'IA et de parler d'intelligence augmentée. Pourquoi ? Parce que la manière dont elle a été construite, c'est que c'est l'homme à la base qui l'a pensé, l'intelligence artificielle. Tous les algorithmes que vous voyez, ce sont des idées humaines qui sont derrière.
Et pour rajouter une référence culturelle, Luc Julia, qui est informaticien et ingénieur et co-créateur notamment de Siri, a écrit un bouquin en 2019 qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Il va un peu loin, mais il nous dit « L'intelligence, c'est casser les règles, c'est innover, s'intéresser à ce qui est différent, à ce qu'on ne connaît pas. Pour moi, être intelligent, c'est avoir de la curiosité, des curiosités. » Et ce qu'il nous dit, c'est que l'IA telle qu'on la présente aujourd'hui, c'est pas la vraie source d'intelligence. Ça reste l'humain qui est au centre de ce dont on parle là. Et j'aime bien ce terme d'intelligence augmentée parce que l'humain a toujours cherché à s'améliorer, à aller plus vite, à améliorer ses capacités physiques. Et c'est ce qu'on appelle vulgairement le transhumanisme. L'IA est une forme de transhumanisme. Il aide l'humain à réfléchir, à décider plus vite, mais la manière dont l'IA fonctionne, elle est ni plus ni moins qu'humaine. Alors est-elle la solution aux défis du retail? Déjà, quels sont-ils, ces défis du retail? Il y en a plein. Je pense que ce n'est pas en 15 minutes que je vais vous les présenter ni amener des réponses, mais globalement, on peut considérer les défis du retail comme étant représentés sous la houlette de la rentabilité, du profit, des marges. On est là pour faire du business, mine de rien. Derrière, il y a la durabilité qui ressort beaucoup, l'omnicanalité, l'attention, on en a évidemment parlé. Et ce que je me suis amusé à faire, c'est imaginer un peu des cas d'usage, qu'on soit dans le retail physique, dans le e-retail ou dans le retail média, et de se dire, voilà, comment je peux utiliser l'intelligence artificielle pour rendre mon métier plus efficace, pour générer plus de business. Alors le cas du retail physique, il est intéressant parce que le retail physique cherche aussi à reconstruire une relation beaucoup plus humaine. Donc je ne suis pas parti sur des trucs où on va voir des conseillers digitaux dans des magasins. Pour moi, ça n'aurait pas de sens. Mes premières idée qui est assez simple et qui existe déjà, je me suis inspiré d'ingrédients que j'ai déjà vus, c'est prévoir des visites et de la demande afin de mieux gérer des approvisionnements magasins. Aujourd'hui, on donne une évolution de chiffre d'affaires, du trafic magasin à un système informatique, tout un tas de data qui pourra lui permettre, en la moulinant, de se dire, tiens, là, je vais devoir réapprovisionner automatiquement mon magasin, ça ne va pas être aux achats de le faire. Autre idée, déclencher des actions CRM automatiques, un mail avec des promotions, pour générer du trafic en point de vente selon l'évolution d'un CA magasin. Encore une fois, à partir du moment où j'ai de la donnée, que je donne des consignes, des instructions à une machine, automatiquement, c'est elle qui va aller beaucoup plus vite et interpréter si nécessité ou pas il y a de déclencher des envois d'email. Donc si mon CA il est pas bon, j'attends pas d'avoir un patron de magasin ou je sais pas quoi qui dit là il va falloir que je communique. C'est une IA qui va dire le CA est en baisse, je prévois d'envoyer tant de mails parce que je sais combien de taux de retour j'ai derrière et que ça peut me générer de business. Et tout ça est cadré, mais paramétré encore une fois par un humain. Et un inventaire automatique avec un rayonnage connecté pour indiquer en temps réel des produits restants, j'ai plus besoin de faire un inventaire à la main tous les mois ou tous les trimestres. C'est une IA qui va savoir ce qui reste dans mes rayons ou pas, et puis me faire tous mes comptages et compagnie. Sur le e-retail, alors on a pas mal de possibilités parce que l'e-retail génère, comme vous le savez, énormément de données. Et ça, c'est plutôt cool pour nous dans nos métiers. Première idée, générer des mises en scène de produits contextualisés selon les intérêts du visiteur. Je veux acheter un canapé, une chaise ou n'importe quoi. Quand je vais sur une fiche produit, elle est statique. Elle a été imaginée de manière générique pour s'adresser à tout le monde. Demain, je peux très bien dire, ce canapé bleu, finalement, je veux le mettre en scène dans l'appartement ou dans le salon de la personne qui va l'acheter. Je vais décliner un peu à l'infini une quantité d'images qui va me permettre de vendre un peu différemment ce canapé-là. Des outils de conception 3D qui suggèrent les meilleures dispositions. Je suis cuisiniste, je donne des outils de conception de cuisine à mes prospects. Je vais mettre une couche d'IA dedans qui va dire là, je vais optimiser l'ergonomie de cette cuisine en fonction de l'espace que vous m'avez donné. Comment j'ouvre les portes, est-ce que la plaque de cuisson elle est bien placée, etc. Donc il n'y a plus forcément besoin, du moins en digital, d'avoir l'intervention d'un conseiller. On peut confier ce genre de rôle-là à une IA. Donc ça va plus vite. Forcément, ça coûte probablement moins cher qu'un conseiller et les résultats seraient aussi bons. Troisième idée, enrichir les fiches produits grâce aux questions-réponses ou synthétiser les avis de consommateurs pour créer des super avis. J'étais sur Amazon et puis je me suis dit, tiens, il y a des produits quand même parfois où il y a 4000 avis, je ne vais pas tous me les palucher pour savoir si le produit il est bon. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de demander
à une intelligence artificielle, à un système, un algorithme, de condenser ces 4000 avis et de me dire ce produit est plébiscité parce que le rapport qualité-prix est bon, ou parce qu'il est hyper solide, ou parce que le toucher, je ne sais pas quoi. Et en fait, l'IA, elle permettrait de générer des avis consommateurs un peu méta et de faciliter la consultation des avis quand on en a énormément. En retail média, pareil, personnalisation, A/B testing, c'est des choses qu'on fait déjà aujourd'hui, mais de concepts créatifs de marque. C'est-à-dire qu'on va dire à une IA, je te donne un concept créa, un message, et en fonction de, encore une fois, d'algorithmes que je t'ai donné, tu vas me dire ce qui fonctionne le mieux, faire évoluer des visuels, les envoyer directement sur les plateformes pour les diffuser. Suggérer des UX de pages de résultats de recherche optimisés pour l'attention. On en a parlé, l'attention, c'est un vrai sujet. C'est à la fois le contenu, c'est à la fois le contenant, la publicité, mais aussi l'espace dans lequel on se situe. Est-ce qu'une IA ne serait pas capable de générer des UX de pages de résultats à la volée pour optimiser l'attention publicitaire si c'est l'objectif premier d'un annonceur? Et dernier point, générer autant de campagnes CRM qu'il y a d'individus en base. Ça, quand on est humain normal, il faut du temps pour segmenter, faire des messages, etc. Demain, on confie à une IA ce type de tâches-là. J'ai presque fini. Je prends encore une minute pour aussi contrebalancer les propos sur l'IA, parce qu'on est dans un monde un peu idéalisé, presque parfait, miraculeux, sauf qu'on a des facteurs limitants. Bien évidemment, pour qu'une IA fonctionne, il faut lui donner la donnée. S'il n'y a pas de données, elle ne marche pas. Il faut lui donner les consignes qui vont avec. Garantir qu'elle s'inscrit dans un contexte de privacy de ces données évident. Il ne faut pas que ça sorte de son système de réflexion. L'éthique qu'il y a derrière l'IA, quand je crée des images avec l'IA générative, est-ce que j'ai le droit de les utiliser? Est-ce que le contenu qui est dedans, j'ai l'autorisation de les prendre et d'en faire de la publicité? Donc il y a de vraies questions à se poser autour de ça. La réglementation à venir. Beaucoup de conversations au niveau de l'Union européenne sur comment cadrer l'utilisation de l'IA et faire accepter l'IA dans l'entreprise. C'est pas évident, il y a des gens qui l'utilisent au quotidien et il y en a d'autres qui ont peur de ça parce que, supposément, ça peut leur faire supprimer leur travail. Ça arrivera, malheureusement. Et je finis juste sur une image. Ça, je peux passer. Encore une fois, je ne suis pas créa, mais je me suis imaginé ce que pouvait donner l'équipe de France de rugby championne du monde avec la coupe, et voilà ce que ça donne. Donc c'est un prompt mid-journée, ça prend 2 minutes. J'ai jamais fait de Photoshop, maintenant je suis capable de faire ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Régis. Un sujet qu'on ne manquera pas de suivre. J'ai vu ce matin les annonces de Microsoft au sujet justement des droits d'auteur et de la façon dont ils allaient accompagner les utilisateurs, qui va probablement changer pas mal de choses, et l'intelligence augmentée est en tout cas un terme à retenir pour éviter les peurs qui accompagnent ce sujet-là.